Si je vous demande aujourd'hui quelles sont les entreprises qui ont créé le plus de valeur pour les actionnaires, vous allez assez logiquement me dire que ce sont les plus grosses entreprises du monde. Et c'est vrai que si on part du principe que pour créer une startup, même si plus tard elle devient l'une des plus grosses boîtes du monde, donc si pour créer une startup il faut assez peu de capital, disons quelques millions, on peut dire d'une boîte comme Apple qui pèse aujourd'hui 2700 milliards en bourse, donc il y a une capitalisation boursière de 2700 milliards qu'elle a créée quasiment 2700 milliards de valeur pour les actionnaires. Alors je parle ici des actionnaires, que ce soit les fondateurs ou bien que ce soit les actionnaires plus tard qui ont acheté Apple en bourse. Et effectivement, alors il faut rajouter à ça les dividendes, il faut rajouter à ça les rachats d'actions, mais effectivement, les plus grosses boîtes du monde sont celles qui ont créé le plus de valeur pour les actionnaires. Et selon les calculs de Morningstar, c'est justement Apple qui est la société qui a créé le plus de valeur pour ses actionnaires sur les 10 dernières années, suivi par Microsoft, par Alphabet, par Amazon, par Nvidia, Meta et Tesla. Donc, pas de surprise, il est facile de trouver les entreprises qui ont créé le plus de valeur pour les actionnaires. Ce sont les plus grosses capitalisations boursières. Et si je prends la question dans l'autre sens, quelles sont les entreprises qui ont détruit le plus de valeur ? Logiquement, ça ne va pas être une petite biotech française qui est passée de 300 millions d'euros à zéro, même si c'est beaucoup de détruire 300 millions d'euros de valeur. On peut trouver des montants bien plus importants. Et de la même manière, à l'inverse plutôt de ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être aussi des plus grosses entreprises mondiales, mais qui cette fois-ci auront détruit énormément de valeur en soit se dégonflant énormément, soit allant même jusqu'à la faillite. Et Morningstar a regardé les 15 plus gros destructeurs de valeur de ces 10 dernières années qui ont fait disparaître 281 milliards de dollars. Alors je sais que beaucoup ont du mal à penser que cet argent a disparu, il y a une croyance tenace que l'argent ne fait que passer d'une poche à l'autre, mais ici on parle bien effectivement de destruction de valeur, c'est de l'argent qui a juste disparu, qui n'est allé dans la poche de personne. Et le grand gagnant ne m'a pas vraiment surpris, c'est General Electric, et ça ne m'a pas surpris parce que quand j'ai démarré l'investissement en bourse fin des années 90, début 2000, General Electric, GE, comme on disait, était régulièrement cité comme étant la plus grosse entreprise du monde. C'était l'équivalent d'Apple, si vous voulez, de Microsoft aujourd'hui. Alors, c'était variable suivant les années. Elle était première ou deuxième. General Electric n'a pas disparu, elle s'est transformée en GE Aerospace et ne pèse plus que 169 milliards de dollars en bourse. Donc ça, c'est le numéro 1. À la deuxième place, on retrouve Biogen dans la pharma. Ensuite, on retrouve Las Vegas Sands qui exploite des casinos et des hôtels, notamment à Las Vegas. On retrouve aussi dans la pharmacie, alors c'est pas une boîte qui fait des médicaments, hein, c'est une boîte qui vend des médicaments, c'est vraiment une entreprise qui gère des pharmacies, c'est Walgreens Boots. Je pense que vous connaissez, si vous voyagez un petit peu, ce type de pharmacie aux États-Unis ou bien en Angleterre. Et puis on a aussi Paramount, la société de médias bien connue qui comprend, en plus des studios, qui comprend CBS, MTV, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette étude de Morningstar, c'est qu'ils n'ont pas juste fait une liste des entreprises qui ont détruit le plus de valeur, ils ont regardé si elles avaient un avantage compétitif important, parce que parmi les notes que donne Morningstar aux entreprises, ils donnent une note sur le MOAT, sur l'avantage compétitif, et sur les 15 destructrices, il n'y en a que 2 qui étaient classées comme étant wide moat, c'est-à-dire avec un avantage compétitif important. Ce sont les 2 premières, General Electric et Biogen, et 10 sur les 15 étaient considérés comme n'ayant pas d'avantage compétitif. Donc ça, c'est un premier point. Et une autre constatation, c'est que la plupart n'ont pas de croissance du chiffre d'affaires ou des bénéfices et sont même en décroissance. Vous allez me dire, ça, c'est pas très surprenant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour comprendre ce qui s'était mal passé, Morningstar a repéré des points communs. Le premier point, c'est que ces entreprises ont souvent fait des acquisitions qui ont détruit de la valeur. Ça, c'est un grand classique. On achète trop cher un concurrent, l'intégration se passe mal ou bien on s'endette trop, etc. Deuxième point, c'est qu'elles ont souvent une incapacité à suivre les préférences des consommateurs. On peut penser à Paramount, par exemple, c'est un bon exemple ici. Ils ont toujours eu un train de retard et ils se sont fait doubler, notamment par les acteurs du streaming, Netflix en tête, alors qu'ils étaient plutôt bien positionnés. Autre point, défaillance dans la gestion des risques, surtout dans le secteur financier. On retrouve dans cette liste de 15 noms Citigroup et puis AIG, un énorme assureur. Ces 2 boîtes ont beaucoup souffert en 2008 et s'en sont jamais vraiment remis. Donc voilà, défaillance dans la gestion des risques qui est le 3e point. Le 4e, c'est qu'on retrouve dans la liste des entreprises qui ont eu des facteurs externes difficiles, par exemple des prix du pétrole extrêmement bas de 2014 à 2016, ou bien pour la boîte d'hôtellerie casino dont je vous parlais, une période comme le Covid, c'est effectivement un facteur externe qui va leur faire perdre énormément de valeur. Et enfin, le dernier point, c'est un manque de succès dans le développement de nouveaux produits. C'est le cas notamment de Biogen, effectivement dans la pharmacie. Si on n'a pas tout le temps un pipeline de médicaments pour renouveler ceux qui vont passer dans le générique ou autre, c'est difficile de rester au top niveau.
Et si je regarde ces 5 facteurs et que je me dis qu'est-ce que je dois trouver dans une boîte qui me permet d'éviter ces 5 écueils, c'est d'avoir un super management et notamment un management qui est très flexible. Je vous citais Netflix tout à l'heure, il ne faut pas oublier que Netflix faisait de la location de DVD, donc n'était pas mieux positionné que Paramount pour se lancer dans le streaming. Bien au contraire, Paramount avait déjà un gros catalogue de films et aurait pu pivoter bien avant Netflix et en étant bien plus puissant sur le streaming. Mais voilà, Netflix les a largement battus là-dessus. Le point sur les acquisitions, qui était le premier facteur que je vous avais cité, les acquisitions ne sont pas toujours un problème. C'est qu'une question de faire les bonnes et d'avoir un bon management pour ça. Et quand Mark Zuckerberg a racheté Instagram pour $1 milliard en 2012, on l'a traité de fou. Et quand il rachète WhatsApp en 2014 pour 22 milliards, même chose, on va le traiter de fou. Donc on voit que le problème, ce n'est pas de faire des acquisitions, des boîtes comme Microsoft, comme Facebook, aujourd'hui Meta, etc. Toutes ces boîtes-là qui sont aujourd'hui dans les 10 premières du monde font des acquisitions, mais c'est juste des acquisitions bien faites, bien financées, pas payées trop cher, etc. Alors oui, effectivement, voir que certaines des plus grosses entreprises du passé sont celles qui ont détruit le plus de valeur, ça fait peur quand on gère un portefeuille, surtout quand on gère un portefeuille actif. Et ce qui fait peur, c'est qu'on voit que ce qui nous protège, c'est-à-dire de détenir des entreprises avec un avantage compétitif fort, ce fameux moat dont Morningstar nous parlait un petit peu plus tôt, et le deuxième facteur qui est d'avoir un management réactif, ces deux facteurs-là ne sont pas chiffrable. On aimerait tous une formule magique du type il suffit de pas acheter de titres avec un PER supérieur à 20, mais malheureusement ça marche pas comme ça. Et si je regarde en 2000 les plus grosses capitalisations boursières du monde, c'était Microsoft, General Electric, Cisco, Walmart, ExxonMobil, Intel, Pfizer, etc. Et aujourd'hui, on n'a que Microsoft qui s'est maintenu dans le top 10. Les 9 autres sont sortis. Mais 2 remarques quand même pour que vous restiez optimiste. C'est pas parce qu'une entreprise quitte le top 10 qu'elle vous aurait forcément fait perdre de l'argent. Par exemple, Walmart, qui est passé de la 4e à la 16e position, vous aurez quand même rapporté plus de 300% depuis 2000. Exxon, pareil, qui est passé de la 6e à la 17e place, vous aurez malgré tout rapporté 550% sur cette période-là. Alors, certaines fois, c'est un peu plus décevant. Pfizer, par exemple, qui est aujourd'hui la 88e entreprise mondiale, et c'était la 9e à l'époque, vous aurez rapporté, alors j'inclus les dividendes à chaque fois, une performance de 100%. Alors 100% depuis 2000 sur 24 ans, on est d'accord que 100%, c'est vraiment pas génial. Mais malgré tout, c'est pour vous dire que même si vous ne suiviez absolument rien du tout à l'évolution des grosses boîtes, que vous étiez resté avec un vieux portefeuille des années 2000, finalement, vous auriez juste eu un manque d'opportunités, mais pas forcément des positions largement perdantes. J'ai pas fait le test sur les 10 premières valeurs, mais vous auriez par exemple encore gagné énormément d'argent sur Microsoft. Je vous le disais, avoir des belles performances sur des Exxon, etc., voire même potentiellement Walmart, mais finalement rien de désastreux. Et le deuxième point, pour vous aider à garder le moral, c'est qu'on a malgré tout le temps de réagir. On parle de changements très long. On a toujours l'impression qu'il faut réagir au jour le jour en bourse, mais vous auriez eu des années pour vous rendre compte que, par exemple, Paramount se fait manger par Netflix ou bien que Nokia se fait manger par Apple. Vous n'êtes pas obligé d'être un devin, vous n'êtes pas obligé de deviner à l'époque où Nokia est toute puissante, vous n'êtes pas obligé de deviner que déjà Apple va pouvoir prendre le relais. Même chose avec Paramount, Netflix. Même si vous arrivez en retard, et on l'a vu même parfois sur certaines valeurs, si vous ne bougez pas du tout, vous n'avez pas des performances si désastreuses, si vous arrivez à pivoter au bon moment, et je vous dis pas en essayant de chercher des startups qui vont renouveler, qui vont disrupter les plus gros existants. Si vous arrivez à être suffisamment réactif, mais à nouveau on parle ici d'années, 2 mois, mais même plutôt d'années, on n'est pas du tout à réagir de manière quotidienne, alors vous allez vous en sortir très très bien. Voilà, je trouvais intéressant cette étude sur les destructeurs de valeur, et c'est là où j'ai besoin de vous. Selon vous, si on prend le top 10 aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui vont détruire le plus de valeur? Parce qu'on le sait qu'il y aura bien sûr dans le top 10 actuel des futurs gagnants, mais il y aura aussi de gros destructeurs de valeur et probablement des boîtes qui vont détruire les records précédents de General Electric et de Biogen, vu les niveaux de valorisation des 10 plus grosses boîtes aujourd'hui. Voilà, merci encore pour votre suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.